perfection. I wrote the dice, and I read him twice. Does something tell me I'm bound to perfection? A 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the
Oh là là, vous avez vu ce timing de ma boule. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse du monde moderne. Vous savez, c'est cette revue qui est presque quotidienne, presque à 9h tous les jours. Alors c'est 9h30 puisque j'avais mon édito ce matin sur... tiens, c'était je ne pouvais pas être en plateau, mais il y avait Bruno Le Maire en plateau et je parlais quand même de l'inflation, de la boucle prix-salaire. Bruno Le Maire qui lundi remettait un prix au patron de Moderna en présence du vrai président de la France, Bernard Arnault. Salut tout le monde, merci d'être toujours plus nombreux, merci Cassiopée, 7 mois d'abonnement, merci à tous les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner avec Prime, à offrir des abonnements ici sur Twitch, aussi via Patreon. Nous avons de plus en plus de généreux donateurs, des amis du monde moderne, je tiens à les remercier beaucoup. Je tiens aussi à remercier ce matin, c'est une journée particulière, Malika, Kika, notre modératrice dont c'est l'anniversaire. Alors un joyeux anniversaire parce que sans elle le chat serait un bordel sans nom, même si vous êtes quand même bien élevé, je trouve ça super bien. Et puis, autre anniversaire, évidemment, valeur anarchiste, c'est bien sûr l'anniversaire 17 novembre 2018 des Gilets jaunes. 3 ans pour rien, 3 ans de violence, 3 ans où finalement des gens ont perdu un œil, un bras, leur dignité, leur emploi, aussi l'espoir. Alors ici, on essaye de redonner l'espoir, on essaye de serrer les coudes et de se dire que tout n'est pas fini. Et d'ailleurs, ils sont toujours là, les Gilets jaunes, sur les ronds-points. Ils sont revenus devant les péages et un peu partout dans la société française, excusez-moi, ils sont là. Même si Macron le veut pas, on est encore là. J'avais fait une chanson d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez la trouver avec Jojo le gilet jaune, c'est la grenouille que vous voyez dans la bande d'accueil de la revue de presse. On est encore là. Je vous la mettrai peut-être si vous êtes sage tout à l'heure ou demain. Allez, parce que j'ai rien préparé. Et puis message à caractère informatif aussi, c'est important. Ce soir, si vous êtes parisien et que vous pouvez y aller, ne manquez pas Hacking Justice à l'espace Saint-Michel, le documentaire sur Julian Assange avec les mutins de Pange, en présence de la réalisatrice qui sera présente, Clara Lopez Rubio, pour parler bien sûr du cas Assange, mais aussi de la liberté de la presse en général. Le fondateur de Wikileaks qui est toujours en tôle. Alors il y a des groupes qui se sont formés de soutien à l'Assemblée nationale et dans d'autres assemblées. Ça commence ce soir à 20h avec la réalisatrice du film donc. Et puis ça continue en fait demain, encore une séance, c'est toujours à 20h et il y a toujours un débat ensuite. Elle sera également présente demain avec Gérard Mordilla qui est poète et cinéaste. Vendredi ce sera Daniel Mermet et puis le lundi il y aura Denis Robert de Blast à 20h pour le débat. Et mardi 23, dernière séance avec François Ruffin pour libérer Julian Assange, Hacking Justice à l'espace Saint-Michel à Paris. Voilà, c'est un événement parisien, mais je pense que le film va faire un peu le tour et vous pourrez le trouver également sur les plateformes ou sur le site Les Mutins de Pange. Voilà, c'est important. Et puis c'est important aussi de vous souhaiter à tous une très belle journée. Voilà, c'était la revue de presse du monde. Non, je déconne. On n'a pas commencé encore. Alors, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous et à toutes, comme je le disais à l'instant. C'est la revue de presse du monde moderne. Elle commence maintenant. Attendez, je vais avoir le top. C'est parti. Alors, de quoi qu'on cause aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, oh là là, les débris dans l'espace. C'est un truc de dingue. Il n'y en a jamais eu autant. Alors, c'est que maintenant, on s'est dit, tiens, comme on a fait la guerre sur Terre, bon, on a fait le tour. Voilà, on a fait des armes bactériologiques, des trucs. Voilà. Si on faisait la guerre dans l'espace, ouais, c'est super, ouais. Et donc, alors voilà. Libé a fait sa une avec un jeu de mots assez particulier. Concours d'orbite, bravo, bien joué. Parce que il s'est passé un truc de dingue. À quoi joue Poutine ? Il joue à la guerre de l'espace, vous allez voir. Il a envoyé un petit missile pour détruire un satellite. Alors vous avez une infographie, voilà, ça c'est le Figaro, là je vous fais tous les titres de la presse, c'est incroyable. À quoi le missile russe qui machin, voilà, hop, voilà, hop. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà l'infographie. Alors vous voyez là c'est Poutine, le 1, qui envoie un petit missile qui détruit un vieux satellite qui s'appelait Cosmos 1408, c'était pas Cosmos 99, c'était une magnifique série
de science-fiction. Et là, il y a les débris qui font le tour à plusieurs dizaines de kilomètres heure, voire plus, et des petits débris de 10 cm, voire moins, et qui frôlent l'ISS. Alors, les astronautes de l'ISS se mettent dans la capsule de secours, au cas où, et ça gueule. Et les Américains ont dit « Oh, c'est quoi ces conneries, là ? Qu'est-ce que c'est ? T'as envoyé un missile qui a cassé un satellite ?» Et Vladimir a dit, bah attendez, vous l'avez fait aussi, l'Inde l'a fait aussi, les Chinois l'ont fait aussi. Et en gros, il y a quelques grandes puissances comme ça qui s'amusent à montrer qu'ils ont les moyens de faire péter des satellites pour dire, attendez, si vous voulez jouer à la guerre de l'espace, on peut vraiment le faire. Et donc ces mecs-là le font. Et voilà à quoi joue Poutine. Il joue à la guerre de l'espace et il le fait plutôt bien puisque les Américains ont réagi immédiatement en disant, non, c'est pas possible, c'est pas, faut faire des choses comme ça. Et ça veut dire le bordel que ça va être. On va se retrouver avec des débris dans l'espace, des satellites de partout. Alors, en France, on est content, on a le réseau CERES qui permet 3 satellites qui font le tour en 90 minutes de la planète pour dire on sait où ça se passe, on sait ce que vous faites. C'est génial. Heureusement, Thomas était descendu. Thomas Pesquet, l'astronaute saxophoniste qui fait des photos, l'Instagrammeur de l'espace, était redescendu. Heureusement, sinon, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ? Merci à tous. Je vois que vous souhaitez les anniversaires dans le chat. C'est super sympa. Ça, c'est la famille quand même. Vous voyez comme on est bien quand même. Vous voyez comme on prend le temps comme ça de rigoler de tout ça et tout. Et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que c'est chiant la presse ? Enfin, l'actualité en général. Alors, excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai un peu fait des tests et tout. Et, il semblerait que j'ai un peu le Covid. Alors, on sait pas trop. On verra lundi. En tout cas, j'éternue et j'ai le nez qui coule. Alors, donc. Le Parisien, aujourd'hui en France, qui fait sa magnifique petite explication de à quoi joue Poutine. Alors, il joue pas qu'à ça, Poutine. Il joue aussi avec ses troupes massées à la frontière de l'Ukraine pour dire attention l'OTAN, si vous voulez jouer à ça, on peut jouer. En fait, il est là pour montrer les faiblesses les uns et des autres et montrer qu'aussi la Russie est encore une grande puissance, n'en déplaise à certains. Macron lui a parlé lundi, il y avait un sommet vendredi dernier avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées russes à Paris. On voit bien que la coopération française est en train de reprendre un peu, parce qu'on ne peut pas faire sans les Russes, à la fois pour la Libye, la Syrie, mais aussi pour le gaz, parce que, la Russie vend du gaz, et on voit bien que c'est un jeu de bras de fer entre les Américains, les Russes, les Allemands. Nord Stream, qui devait acheminer du gaz russe en Allemagne, voilà le projet à nouveau mis en pause, tout simplement parce que le prix du gaz augmente, parce qu'il y a le jeu des migrants, enfin le jeu tragique, où on utilise des vies humaines pour faire pression sur l'Europe à la frontière de la Pologne avec la Biélorussie. Tout ça est évidemment de l'enjeu de pouvoir et n'explique pas tout, mais voilà où on en est. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Vous savez bien sûr que je suis éditorialiste chez RT France, ce qui ne m'empêche pas de parler de Vladimir Poutine, évidemment, qui est un dirigeant qui est là depuis longtemps. Une fois que la reine d'Angleterre va disparaître, je crois que c'est lui qui connaîtra tous les présidents, premiers ministres. Enfin, il était là à l'époque de Chirac, de Gérard Schröder, de George Bush. Donc vous dire, avoir cette longévité au pouvoir, ça permet aussi d'avoir une certaine vision des choses. On voit bien que les choses changent avec la crise énergétique, évidemment, et avec maintenant cette guerre spatiale que certains voudraient mener. Salut Maggie. Alors, toi, t'es pas le premier chat dans l'espace, même si t'es un peu dans l'espace, l'espace. Et il y a Xi Jinping, évidemment, la Chine, évidemment, puissance spatiale s'il en est, avec sa station Dragon Céleste, qui veut même avoir sa station à elle. Merci, Bog 1968, Poutine, à ne pas confondre avec Poutou. Non, faut pas confondre. Eh ouais, non mais le KGB ça forme quand même. Après tu sais quand même comment traiter les chefs d'État. Vous vous rappelez le rendez-vous avec Sarkozy où le mec est sorti KO parce qu'il a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. Ça c'était quand même assez exceptionnel. Ou le chien avec Merkel. Enfin bref, la façon de faire très diplomate du dirigeant russe. Cher à mon cœur. Maggie. Allez, on continue. Oh là là, mais alors. Elle vous montre son cul là, mais je suis désolé, cette revue de presse, c'est vraiment n'importe quoi. Regardez qui c'est. Alors lui, il est pas russe.
Non, non. C'est Norbert Chetaille et non pas Chemtrail. Je sais, on pourrait mal lire hein, avec mes lunettes, avec mon astigmatie grandissante. Il est consultant en communication. Et vous savez ce qu'il fait, ce Norbert, qui a un prénom formidable? Eh bien, il va chercher les parrainages pour les candidats. Il a d'abord tenté sa chance au Front National, à l'époque de Jean-Marie. Ça n'a pas trop mal marché, puisqu'il était élu hein, sur des listes en région, régionale vers Lyon. 53 ans, ouais, non, je pense que la photo n'est pas contractuelle. Et je pense qu'il n'a pas 53 ans. Parce qu'il fait de la politique depuis, je vous dis, depuis très très longtemps. Comme Maggie d'ailleurs. Hein, Maggie, t'as voulu commencer au mouvement pour les chats patriotes, et puis tout a dérivé. Après, t'es tombé dans la drogue, l'herbe à chat, et voilà. Et aujourd'hui, tu es la mascotte du monde moderne, une de plus. Donc, le portrait de ce monsieur dans le Parisien... Pardon, je suis vraiment désolé. Ça va pas mal dégouliner ce matin. Les chatriotes. Remarque, Marine Le Pen a beaucoup de chats, hein, beaucoup de chats d'ailleurs. Tu veux aller voir Tati, hein? Non, au secours. Tu veux qu'elle te maltraite avec des croquettes bleu, blanc, rouge? Oh là là. Bon, alors c'est un donc professionnel de la quête d'élus. Il prend 5000 balles par mois quand même et 500 € par signature. Là. Bon, alors il y va, discret, sympa, acharné. Il a déjà travaillé donc pour le compte des Le Pen, pour Nicolas Dupont-Aignan. Puis là c'était un peu trop cher et là donc il a filé ses services, et Philippe Delvilliers aussi, c'est là qu'il commence en fait à faire campagne, à récupérer des adresses de maires. Il va voir des maires ruraux, il finit sur leur tracteur, à mon avis il a un foie comme ça, le mec c'est un gars sûr, et il récupère les signatures en disant non mais ce qui compte en fait c'est surtout la tête hein, du mec qui vient chercher la signature, pas tant du candidat. Et là il est en train de faire campagne pour recruter les signatures pour François Asselineau de l'UPR. Voilà, 500 signatures quand même, tu te dis, les parrainages, c'est quand même un sketch incroyable. Alors c'est de plus en plus difficile parce que François Hollande, de manière assez fourbe, s'est dit, tiens, si on rendait public les parrainages. Parce qu'avant, les maires se disaient, tiens, ouais, ça me fait marrer, tiens, je vais parrainer Poutou, juste pour la déconne. Ah, t'es con, Michel. Ah non, mais ouais, mais c'est rigolo. Là, maintenant, si tu parraines Poutou, eh ben, c'est marqué. Et donc, en tant que maire d'une petite commune rurale, si tu veux te représenter, imagine ton opposant qui dit non mais vous vous rendez compte hein, vous vous rendez compte que le maire a parrainé Poutou quand même? Oh non c'est pas vrai, ouais, mais c'était pour déconner. Ouais non mais on déconne pas avec la politique. En même temps quand tu vois ce qu'ils en font mais donc voilà, donc spécialité, c'est sa spécialité, voilà, c'est un mec, c'est le VRP du parrainage. Je trouvais ça assez génial comme métier. J'ai presque envie de me recycler parce que je me dis c'est un super truc quand même. T'arrives, tu fais alors qu'est-ce qu'on mange? Oh de la blanquette de veau, j'adore. Oh du cassoulet, oh super. Oh de la choucroute, j'aime ça. Il fait le tour des régions comme ça, comme un VRP quoi. Pareil, mais pour le parrainage. Voilà, c'est Norbert. C'est un gars sûr. Tout le monde en a besoin hein, quand on fait campagne, mais il est un peu cher. Voilà. Donc François Asselineau qui décide. Alors le problème c'est que son réseau commence à vieillir un peu avec lui, en 2007, on est en 2021, et que c'était bon à l'époque pour De Villiers, donc il a sa liste hein, de maires sûrs qui vont signer, mais certains ne sont plus là, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils ont arrêté la politique, soit parce qu'aussi ils ont arrêté de donner des parrainages à cause de cette loi passée sous Hollande qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Courage à tous ceux qui veulent donc avoir 500 signatures. On sait que c'est un sport de combat. Bravo à vous. Et puis, alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai 80 ans, je suis pas vacciné, et alors? Et oui, il y a des vieux qui résistent, hein, des papis qui en ont ras-le-bol, des mamies qui se disent « Mais non, mais bon, ça va, à 90 ans, j'ai perdu mon mari, j'ai eu le Covid l'an dernier, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire une picouse ?» Et ils en ont ras-le-bol. Et puis certains s'en remettent carrément à Dieu. Hein. C'est dans l'article du Parisien. Donc lui il dit non, moi je risque rien parce que je suis sous la protection divine. Ça c'est un truc assez fort hein. Un vieux monsieur de 87 ans voilà, qui dit non, vous savez, je suis ami de Jésus et du Seigneur, j'ai confiance en eux. On peut avoir plus confiance en Jésus qu'en Pfizer, hein. Ça
Ceci dit, Jésus déçoit moins. Il n'y a pas eu trop de procès Jésus. Alors, il y a les prêtres, hein, attention, il y a eu des procès pour pédophilie et tout, mais là, non, Jésus, bon, lui, c'était il y a longtemps, tout ça. Et donc, lui, il dit, il avoue qu'il ne compte rien changer dans sa foi et écarte tout risque de contagion. Je suis tout seul, je ne côtoie personne, sauf un bonjour, un petit mot ici et là à l'église. Et alors, on lui fait remarquer que le pape a appelé les fidèles à se faire vacciner. Et là, il va dans une paroisse plutôt tradie. Hein, il dit « Je ne suis pas papiste ». Ok, Jésus. Et donc, ça emmerde les autorités, tous ces vieux qui veulent pas se vacciner. Dans la famille, voilà, le sujet est peu évoqué, avec des membres vaccinés pour la 2e année consécutive. Ils ne prendront pas le risque d'un Noël au complet. On met un masque quand on va la voir. Ça, c'est la mamie qui a 90 ans et qui en a marre parce qu'elle a perdu son mari, qu'elle est fatiguée en fait. Et donc, ils ont décidé de ne pas l'emmerder. C'est louable. Elle sort juste pour les courses et pour aller chez le médecin. Et puis, elle reste sur le balcon pour Noël. Hein, puisque, vous vous rappelez, hein, c'était l'an dernier. Il fallait mettre papy et mamie sur le balcon pour la bûche. Hop, c'était plus sympa. C'était quand même assez incroyable. Donc, voilà, les 80 ans pas vaccinés, il y en a. C'est la classe d'âge, hein, une des classes d'âge les moins vaccinées, finalement. Parce que 80 ans, ça va. Les plus vaccinés, c'est les 50, 60. Hein. C'est 70. Edgar Morin, je sais pas s'il a dit qu'il était vacciné, je sais pas. Puis alors le pass, je peux te dire qu'à 80 ans, ils en ont rien à battre. Voilà. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, c'est comme d'habitude, hein, c'est un peu toujours les boomers qui sont là à dire quoi, oh là là, Macron, il est bien quand même. Donc un salut à eux. C'est la revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre ici, à mettre des pouces bleus sur les réseaux. Vous nous connaissez maintenant. Vous faites aussi un travail formidable de VRP. Alors nous, on n'a pas les 500 signatures, mais on a quasiment les 500 tous les matins qui viennent nous voir en live, plus sur tous les réseaux. N'hésitez pas bien sûr à en parler, le bouche à oreille. C'est la clé du succès d'audience de cette revue de presse. Elle est quand même nouvelle, hein, elle s'installe dans le PAF depuis février. Elle a pas mal évolué depuis février. Et sans vous, nous n'existerions pas. Les élastiques arrivent, ne vous inquiétez pas. Donc je compte sur vous pour partager sur vos réseaux le lien de ce stream, pour en parler dans les dîners de famille, pour en parler aussi partout, pour hurler nu dans la rue combien vous aimez cette revue de presse, ou habillé même sur votre balcon, ou dans votre jardin, ou tout simplement le dire à vos voisins, à votre boulangère, à votre boucher, à votre crémière, à tout le monde, en disant les chibriotes. Qui me fait les noms de parties les plus pétés. C'est formidable. Donc je vous remercie beaucoup. Et voilà, mon oncle, 62 ans, ingénieur, prêt à rendez-vous pour sa 3e. Mais oui, mais t'es accro après. Déjà, tu te rappelles, hein, pour avoir sa première dose, c'était marqué vite ma dose. Vite ma dose. Donc il y a un côté un peu faut y aller, c'est de la drogue. De la drogue. Ah, alors là, on passe dans l'IB. J'ai un petit sujet avec l'IB. Donc l'IB qui fait aussi sa une sur la guerre d'orbite. Et j'ai un peu énervé Cédric Mathieu, qui est le mec de la rubrique Check News. Parce que j'ai fait un petit post de mauvaise foi, sans doute, hein, puisque c'était sur une journée. On se rend compte que dans les Pays de la Loire, il y a 11 fois plus de vaccinés qui arrivent à l'hosto. Bah, c'est sur une journée. Après, globalement, il y a plus de non-vaccinés qui arrivent à l'hosto que de vaccinés. Mais quand même, là où c'était 80%, c'est maintenant 50% de gens qui sont à l'hosto qui sont des vaccinés. C'est d'ailleurs dans la tribune de Cédric Mathieu. Donc ils m'ont répondu de Check News, et je les remercie, puisqu'ils ont fait leur boulot de fact-checker. C'est un truc super important, le fact-checking, où ils t'expliquent que les chiffres sont vrais. Et que, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est plus compliqué. Et donc la tribune est du même acabit, et je sens que ça vient de là, plus les 2%. Hein. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Peut-être avez-vous croisé sur les réseaux sociaux ce mot d'ordre imbécile qui a connu ces derniers jours une poussée de fièvre. À la base, c'est le gouvernement qui a sorti ce slogan stupide. Et donc, en retour au mensonge d'Olivier Véran, tout le monde, de très mauvaise foi, fait la même chose en disant « Hé, dis donc, regarde, hôpitaux, regarde, on fait la même chose que toi. » Ah ouais, mais vous êtes des conspis, vous n'avez pas le droit. Moi, je suis ministre. Ah ouais, non, mais oui, mais quand même. Tu veux jouer au con ? Allons-y, t'es pas sûr de gagner. Et c'est bien tout le problème.
Donc le rapport de la TIH, l'agence technique d'information sur l'hospitalisation, qui fait état des 2%. Alors ce chiffre a été débattu en long, en relong, en machin. En vrai, 2%, ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'est sur l'année, ça lisse, mais ça veut dire que les services d'urgence ont été très vite en incapacité avec les patients Covid, alors qu'ils sont déjà en incapacité en temps normal, en hiver, avec la grippe. Et le problème est là, c'est que l'hôpital est flingué depuis longtemps par la gauche et la droite, et que ces deux-là, qui ont trouvé leur synthèse dans le macronisme, continuent en disant mais c'est pas nous. D'ailleurs Jean Castex le disait, hein, si vous voulez aider l'hôpital, ne tombez pas malade. Beau projet, Jeannot. Alors déjà, si tu pouvais interdire tous les produits cancérogènes dans l'industrie de masse ou dans l'agriculture intensive, si tu pouvais éviter aussi que des multinationales fassent de la malbouffe, si tu pouvais faire en sorte que l'air soit un peu moins pollué, si tu pouvais faire un peu des efforts, on aimerait bien ne pas tomber malade. Après, bon, on va pas se leurrer, hein, on bouffe du saucisson, on s'enquille du litron comme ça, c'est bon, c'est aussi la France, hein, faut tenir son rang, hein, faut pas déconner. Mais bon, c'est quand même ça. Et donc là, ouais, Check News un peu vénère, qui t'explique donc. Ce slogan, brandi systématiquement, on peut débattre de tout sauf des chiffres, emprunte la communication des autorités, un peu comme quand les enfants disent « toi-même à la récré ». Oui, c'est enfantin parfois Twitter, c'est pour ça que c'est drôle. Il y a quelques mois, le gouvernement a lancé dans une campagne de com sur l'efficacité du vaccin, le clip, hein, on peut débattre de tout sauf des chiffres, et les chiffres, ils ont changé depuis, puisqu'à l'époque, on disait que 80% de non-vaccinés parmi les hospitalisés, alors c'est pas une vérité générale, hein, c'était la vérité du moment, ça a baissé. Alors ça a baissé non seulement à cause d'une probable baisse d'efficacité du vaccin qu'on redoutait déjà, mais plus automatiquement encore en raison du progression de la couverture vaccinale. Plus on vaccine de monde, plus la part des vaccinés dans les hospitalisations va croître. Eh oui, parce que le vaccin était censé protéger des formes graves aussi. Ah oui, mais alors du coup, comment ça se fait qu'il y a des... Mais parce qu'il a baissé dans le temps d'efficacité. D'accord. D'où la troisième dose, d'où le pass sanitaire, d'où le check news là qui fait mais waouh, comment on fait pour justifier un truc qui fait que globalement ça marche pas des masses. Si ça marche, attendez, parce que là faut pas dire n'importe quoi. Indépendamment de toute baisse d'efficacité du vaccin, c'est de l'arithmétique. Hein. Quand on connaît la défiance d'une partie de l'opinion vis-à-vis des décisions sanitaires et de leur justification, prétendre clore le débat sur la vaccination en invoquant comme argument d'autorité un chiffre était peu adroit. Tu m'étonnes, le fait qu'il soit mauvais en com, alors qu'il dépense des millions. Hein. C'est le gouvernement qui coûte le plus cher à la France, le gouvernement Castex. C'est le gouvernement qui coûte le plus cher en communication, à cause du Covid. À cause des sondages aussi, à cause de tout, à cause du fait que c'est du flan, quoi, que c'est vide de sens et que les mecs ils sont là, ils se raccrochent aux branches. Tout ça pour nous maltraiter au final, hein, pour qu'on ait plus de retraite, plus d'assurance chômage, plus de sécu, plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Tu te demandes à quoi on les paye en fait. Et donc, le faire en choisissant un chiffre qu'on savait d'avance périssable, car conjoncturel, l'était encore moins, car aujourd'hui on compte environ 50% de personnes totalement vaccinées dans les hospitalisations pour Covid, alors que la part des vaccinés est tombée de 80% à 44%. Donc les non-vaccinés sont moins nombreux que les vaccinés à l'hosto. Allô ? Là encore, hein, c'est des chiffres, on peut discuter des chiffres. Et en plus, c'est le mec de Check News qui l'écrit, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est bien la plus sotte manière de moquer la communication des autorités que de la singer. En pire, hein, annoncer en boucle ce pourcentage de 2% patients Covid parmi les hospitalisés, c'est réfuter les angles morts. Et c'est vrai, parce qu'un patient Covid, c'est beaucoup de jours. Et c'était, je ne sais pas combien de jours d'hospitalisation, parce que ils étaient intubés à l'époque, c'était très long la rééducation, donc une fois qu'un patient Covid arrivait en réanimation, il restait pour longtemps. Et là, ça faisait que il y avait un goulot d'étranglement. Compliqué tout ça. Hein. Eh ouais. Donc voilà, il ne faut pas revendiquer en étendard la bêtise qu'on disait dénoncer. C'est le niveau zéro du débat, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ça qui fait bouger les choses. La preuve, hein, on commence à discuter des chiffres. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit de discuter des chiffres. Donc heureusement qu'on se fout de la gueule de Véran et qu'on lui renvoie ces chiffres à la figure. Et alors quoi d'autre ? Eh bien, les indicateurs obscurs trompeurs, le brouillard. Au milieu de cette baston de statistiques, une majorité de citoyens de bonne foi tentent de comprendre une épidémie interminable que les scientifiques eux-mêmes disent ne pas toujours saisir et qui mérite qu'on débatte de tout.
C'est vrai, je suis bien d'accord avec Check News. Et surtout, de chiffres qui sinon ne veulent absolument rien dire d'où qu'ils viennent. Voilà, merci pour cette mise au point, Cédric Mathieu. Merci Check News de suivre assidûment Twitter. Et heureusement qu'on lance le débat sur les chiffres, sinon, où serait le travail journalistique finalement ? On s'en foutrait, on dirait ah ouais non mais c'est les autorités donnent un chiffre, on est d'accord, comme les manifs, tu vois, le chiffre de manifestants, puisque aujourd'hui, rappelons quand même l'anniversaire du 17 novembre 2018, les gilets jaunes, tout le monde est là, même si Macron le veut pas, on est là. Voilà, donc c'était petit point Covid, je sais tout le monde en a ras le bol, mais bon, on n'est pas sorti le cul des ronces, donc il faut continuer d'en parler. Dans l'IB toujours, grand dossier sur l'inceste, rendre la justice aux victimes. Et c'est important, c'est aujourd'hui que se réunit la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Il y a un colloque qui est organisé pour un point d'étape sur les travaux, en montrant que cette commission elle est là pour définir l'ampleur des violences. Hein. C'est comme celle qui avait été montée pour les abus sexuels dans l'Église. L'idée de dire c'est que les violences sur les enfants, c'est partout, hein. C'est y compris au sein d'associations, au sein de la famille, l'inceste, à l'école aussi. Bah oui, il y a certains qui utilisent ces structures pour être des prédateurs. Et donc, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, créée en janvier, c'est Édouard Durand, juge des enfants, qui est là, Nathalie Mathieu, directrice générale de l'association Dr Breu, qui accueille et accompagne les jeunes filles victimes d'inceste, qui était une des premières à parler sur l'inceste. Et donc, elle est dotée d'un budget de 4 millions d'euros, 30 membres, avec des profils variés, des psychologues, des psychiatres, des avocats, des chercheurs. L'idée, c'est de mieux connaître l'ampleur de ces violences, avec des appels à témoignages qui ont bien fonctionné. D'ailleurs, les associations sont submergées d'appels, c'est vous dire l'ampleur de cette monstruosité. Et des réunions publiques sont organisées pour, bien sûr, prendre la parole. Et puis, un salut, puisque souvent on dit la police, mais il y a des gendarmes qui font un boulot formidable, notamment qui ont un nouveau protocole pour accompagner la parole des enfants. C'est une gendarmerie qui ont été formés, des gendarmes formés à l'accueil des mineurs victimes de violences sexuelles. Aidé par une association rennoise notamment, qui utilise une méthode qui vient des États-Unis, qui permet de recueillir en douceur le témoignage des enfants et de s'assurer bien sûr de la véracité et du détail des violences qu'ils ont subies. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'éléments, ça permet aussi de moins choquer les enfants, de les traiter comme des enfants, et de recueillir leurs paroles avec le respect du rythme de l'enfant, sans le forcer, et pour donner une vraie confiance à la victime. C'est depuis 5 ans, donc il y a 60 gendarmes qui sont formés à la méthode donc, du NICHD, du nom du département américain qui avait lancé ça. Quand on ne sait pas faire, on peut être violent pour l'enfant. D'ailleurs, Monsieur Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux, avait été extrêmement violent avec les jeunes victimes d'Outreau, faisant même pisser dans sa culotte une jeune victime tellement il l'avait violentée moralement, pour lui soutirer quelques données. Voilà, les entretiens n'ont pas lieu en brigade, à l'hôpital, en présence d'un psychologue ou à la maison de protection des familles. C'est la méthode Calliope, qui vient aussi en complément de ce dispositif. Et si on n'entend pas l'enfant comme il se doit, on ne peut pas lancer une enquête. Voilà. C'est vraiment un mal profond, les violences faites aux enfants. Il y a un candidat qui a dit qu'il ferait de la lutte contre la pédocriminalité une de ses priorités, c'est Georges Kouchmanovitch, qui l'a dit officiellement, qu'on a interviewé. L'interview sort bientôt sur le podcast La grosse élection du monde moderne, et on va interviewer comme ça d'autres candidats dits petits candidats, puisqu'ils n'ont pas la faveur des médias mainstream, puisqu'ils n'ont pas forcément les 500 signatures, enfin bref, voilà, c'est des sujets sérieux, on rigole moins que d'habitude, mais quand même, on parle aussi de sujets sérieux, et celui-là en particulier, parce qu'on ne peut pas vivre dans une société qui tolère déjà
société de la maltraitance, mais alors la maltraitance faite aux enfants, c'est quelque chose vraiment d'insupportable quand on le traite avec très peu de considération. Faut voir hein, la pudeur qu'ont les rédactions à traiter de pédocriminalité, visiblement c'est un sujet tabou. Non. C'est justement là que sert le journalisme, c'est quand on va rentrer là où ça fait mal et qu'on va commencer à parler de ces choses-là. Non mais après ce qu'il a fait avec la fille, vous l'écouterez dans l'interview, on le laisse parler justement et c'est important et c'est voilà, il a le mérite au moins de parler de ce sujet-là, tout comme Karl Zero et son documentaire 1 sur 5 qui n'a pas reçu non plus un écho médiatique extrêmement suivi. C'est vous dire comme le sujet gêne les rédactions, c'est étonnant. Enfin c'est pas étonnant malheureusement. Et puis, on passe de l'inceste à la violence sexuelle en politique. MeToo politique, à 19 ans, un responsable politique m'a violé plusieurs fois. Ceux qui ont du pouvoir violent, y compris à gauche. Il faut les dénoncer, il faut nous croire, une militante communiste sur Twitter. Et oui, en politique, il y a quand même pas mal de pointeurs, et c'est vraiment de la merde. Zemmour est accusé de ça. Je parlais d'Asselineau tout à l'heure, il a aussi été accusé de ça. Jean Lassalle aussi, un peu la main baladeuse. Et donc, il y a d'autres noms plus connus, hein, bien sûr. Dominique Strauss-Kahn, qui tout le monde savait que c'était un porc, mais bon, il avait le droit. C'était comme ça, c'est le pouvoir. Et là, le texte est enfin signé par plusieurs élus collaborateurs, collaboratrices d'élus de gauche, Daniel Obono, Raphaël Rémy Leleu, et d'autres femmes qui racontent sur les réseaux sociaux, sous le hashtag MeTooPolitique, les situations de harcèlement ou d'agression sexuelle auxquelles elles ont été confrontées dans le milieu militant, parce que oui, c'est un milieu de pouvoir comme un autre, et dès qu'il y a du pouvoir, il y a du sexe, et dès qu'il y a du sexe, il y a des prédateurs. C'est l'humain, c'est dingue. C'est comme la guerre dans l'espace. Tu te dis, non mais attendez les gars, on va arriver à pacifier. Non, on va faire la guerre des satellites. Ok, ça arrêtera jamais alors? Non. D'accord, ok, bon bah d'accord. Ok, d'accord. Et voilà, donc Denis Baupin, bien sûr, et puis on n'oublie pas Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui demandait des pipes en échange d'un appartement quand il était patron de l'UMP, je sais pas où. C'est beau ça, c'est chouette. C'est chouette, ça, c'est des pratiques qu'on aime bien. Ça, ça donne vraiment confiance. Cohn-Bendit, alors les pédos, après, bien sûr, Cohn-Bendit fier, comme un bar tabac dans les années 70 quand il expliquait que c'était super de tripoter des gamins. Jack Lang, qui est un des seuls politiques français qui a avoué avoir dîné chez Epstein à Paris, puisque Jeffrey Epstein, le pédocriminel suicidé en prison, passait quand même 4 à 6 mois de l'année à Paris. C'est pas rien, 4 à 6 mois. Je pense pas qu'il faisait ceinture quand il était à Paris. Voilà. Donc, mais pareil. Putain, c'est comme les Panama Papers, l'affaire Epstein en France. Bon. Non, pas trop, non. Et puis bien sûr Duhamel, patron du siècle de la Fondation des sciences politiques, et incestueux de Saint-Germain. On parle des grands noms, mais attention, la pédocriminalité, malheureusement, elle est partagée, tout comme l'inceste, dans toutes les classes sociales. C'est pas qu'un truc d'élite pédosataniste. Non, malheureusement, ça touche beaucoup trop de monde. Et puis alors là, y a eu un mec qui s'est fait péter à Liverpool dans un taxi. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Explosion à Liverpool, folie ou islamisme ? Bon alors, en même temps, quand t'es djihadiste... alors souvent on se dit, mais il est fou, il a attaqué tout le monde avec un couteau, mais il est fou. Non, il est djihadiste. Là, le mec, alors j'ai plus son nom, c'est il est arrivé, c'était un Irakien syrien qui avait demandé l'asile, qu'il n'avait pas eu, bref, compliqué pour lui, qui prend un taxi un matin pour aller devant une maternité. Et le chauffeur de taxi l'a vu bidouiller sa ceinture d'explosifs, son truc qu'il avait fait à la maison. Il a garé le taxi, il s'est barré, et l'autre s'est fait péter tout seul dans le taxi. Il a tué personne sauf lui, heureusement. Et donc les mecs se disent, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi ? Parce que si c'était un djihadiste, il était vraiment pas bon, quoi. Et du coup, comme il n'y a personne à revendiquer le truc tellement c'est naze, il se demande ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est vous dire, c'est quand même un truc dingue, quoi. Oui, le 29 novembre, Ghislaine Maxwell en procès, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être beaucoup de silence, beaucoup de non-dits. Surtout que Pédo Royal, le prince Andrew, n'y sera pas.
Et c'était quand même la grosse prise du couple Ghislaine-Jeffrey, d'avoir le prince Andrew qui allait quand même souvent en vacances en Thaïlande sur les yachts de Jeffrey ou à Little St. James ou à New York, bien sûr. Enfin bref, ça je pourrais en faire une émission à part. Hein. J'en avais fait déjà quelques bribes d'enquête sur le média, mais je pourrais aller plus loin sur cette affaire du siècle quand même, l'affaire Epstein, puisqu'il y a des ramifications dans la Silicon Valley, ça va très loin, et on y retrouve Bill Gates, on y retrouve Bill Clinton, on retrouve beaucoup de gens quand même, beaucoup de gens. Et alors là, donc voilà, explosion à Liverpool, folie au islamisme, je voulais en parler parce qu'on en a très peu parlé et ça m'inquiète parce qu'on commence à s'habituer à cette violence de l'attentat terroriste finalement. On sait qu'on vit avec, donc voilà, bon, c'est devenu un truc, ouais, voilà. Alors que le Covid, non, ça reste un truc, attention le Covid, mais dans un an, comme le Covid sera toujours là, on sera là genre, ouais, bon, t'as le Covid, bon, oui, enfin, bon, ça va, c'est pas... Voilà. Hop. N'hésitez pas toujours à partager la revue de presse au plus grand nombre. Parce que c'est vachement bien. Alors, il y a Libé qui fait... Ah, ça, j'ai pas voulu en parler. Il y a Franc-Tireur. Franc-Tireur, vous savez, c'est le nouveau Franc-Torchon de Barbier et consort payé par l'oligarque du charbon Kretinsky qui sort en revue papier. Alors, ça change rien. Hein. T'as l'impression que c'est un mix du Point et des autres hebdos, quoi. Et là, ils disent non, nous, on va être subversifs. Ok. Moi, si tu le dis. Et puis, quand même... ce chiffre sur... alors, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est dans le Figaro ? Peut-être me trompe-je. C'est peut-être le Figaro, les amis. Attendez. En tout cas, on se retrouve avec une catastrophe cognitive et le Covid qui a flingué les enfants. Puisque... alors, non, c'est pas comme ça. Non. Voilà, c'est le Figaro, excusez-moi. Faudrait que je m'achète une souris aussi. Enfin, petit à petit, faut que je professionnalise ce truc, quoi. Voilà. Donc, les problèmes de santé mentale qui connaissent une aggravation avec le Covid, évidemment, les confinements à répétition n'ont pas aidé. Troubles anxieux, phobie sociale, addiction, pour la défenseur des droits Claire Hédon. Il y a une urgence. Elle alerte sur le manque de prise en charge des plus jeunes avec la crise sanitaire qui a été un révélateur. Alors, il faut savoir que les urgences pédiatriques dans certaines régions et départements ferment, faute de staff. Donc, on en est là. Hein. Le bilan Macron, c'est des urgences pédiatriques qui ferment, faute de staff. Et après, les mecs passent à la radio, à la télé pour t'expliquer qu'ils ont un bilan formidable. Et puis là, les demandes de consultation pour les enfants ont explosé. Hein. Il y a eu des retards de prise en charge. 25 départements ne sont pas couverts en pédopsychiatrie ou ont des services uniquement ambulatoires. Donc, en fait, là encore, manque de staff, manque de personnel. On ne peut pas traiter le mal-être psychologique. Alors, il y a les difficultés connues, l'aspect sanitaire, mais le bien-être des enfants a un impact sur l'ensemble de leur vie. C'est une des conditions de l'apprentissage, de la réussite scolaire, et puis aussi de l'adulte qu'ils vont devenir. Donc un enfant qui grandit dans la phobie, dans la peur, dans le mal, dans la souffrance psychologique, ça ne fera pas un adulte qui va aller bien. Et donc troubles du sommeil, troubles alimentaires, enfants épuisés dans les écoles, problèmes d'attention, et donc alors il y a la surexposition aux écrans aussi. Il y avait des dynamiques de prévention, mais on a tout laissé tomber. D'ailleurs, le World Economic Forum de Papy Schwab te dit que les écrans, 7 heures par jour, 5-7 heures par jour pour les enfants, c'est cool, il n'y a pas de problème. Qui va à l'encontre de ce que disent tous les pédopsychiatres. Mais bon, comme c'est Papy Schwab, il a envie que les enfants deviennent des petits piou-piou augmentés. C'est bien qu'ils regardent les écrans, ils auront des grands yeux comme ça, azimutés. Et donc Claire Hédon fait quelques recommandations, demande une étude approfondie bien sûr sur toutes les formes d'addiction, notamment les écrans pour mieux cibler et bien, encore des campagnes. Alors je pense qu'ils vont nous sortir un numéro vert, malheureusement c'est tout ce qu'ils vont nous sortir. À un moment aussi les parents, quoi, faites un effort hein, pour ceux qui ont des enfants, il faut s'en occuper hein, quand on a des enfants. Et bien, il faut s'en occuper bien. Voilà, c'est juste le tuto. Comment s'occuper de son enfant ? Éviter qu'il regarde un écran 5 heures par jour.
Hein, ne pas écouter Klaus Schwab sur cette affaire-là, faut pas l'écouter. Sur rien d'ailleurs, faut l'écouter en vrai. Alors, se laver les mains 8 fois par jour, changer de masque, se faire disputer quand il était mal mis. Ils ont eu le sentiment que tout était axé sur les gestes barrières. Cette pression a éloigné les enfants des apprentissages. Donc même à l'école, alors l'école ouverte de Blanquer, en fait, c'était le flicage ouvert. Hein. C'était genre, t'as ton masque. Mais maîtresse, j'arrive plus à respirer. Mets ton masque correctement, bordel. Mais maîtresse, je peux pas, c'est mon mouchoir, c'est pas mon masque. Non mais, pauvre gamin. Non mais c'est... Et là, je vous dis, c'est que le début. Hein. Donc on a créé une génération de flippés, de fliqués, de gamins qui vont obéir, qui vont accepter la technosurveillance qui va leur être imposée. Hein. Donc c'est affreux. On est loin de faire une génération de citoyens éclairés et libres. Et la fin des confinements, personne ne s'est inquiété de savoir comment ils avaient vécu cette période. On s'en fout. Le plus souvent, ils n'ont pas le choix que de garder pour eux leur souffrance, car ils n'ont pas d'espace pour être entendus. Et ouais, on dit, allez, ça déconfine, allez, tu enlèves ton masque maintenant. Non, parce que je vais me faire disputer. Bah, ils dorment avec, hein. Certains gosses dorment. J'espère pas quand même, mais bon. Il y a une vidéo, je sais pas si c'est vrai ou quoi, je sais pas si vous l'avez vu, d'une idiote, une influenceuse encore, je sais pas d'où elle sort. Alors elle a le masque, elle a la visière, et elle prend son nouveau-né sur elle, et elle l'a emballé dans du cellophane, tu sais, pour pas le toucher. Et elle est fière. Et là tu te dis, mais j'en peux plus de cette espèce humaine en fait. Je n'en peux plus. Masque dans la cour, bien sûr. Non, mais il y a un moment, il va falloir libérer les enfants de cette pression. Il va falloir libérer aussi les humains de cette société de la maltraitance qu'on nous impose comme étant la seule alternative possible. Non, il y en a plein d'autres. Hein. On peut aussi rêver de l'utopie anarchiste. On peut aussi rêver d'une solidarité entre les humains. On peut aussi se dire, tiens, mais tous ces milliards accumulés par des gens qui ont des problèmes avec l'argent, pourquoi on les récupérerait pas pour faire des maisons pour tout le monde? Pourquoi il y a encore de la famine dans le monde alors qu'il n'y a jamais autant de thunes? Pourquoi il y a toujours des guerres? Pourquoi on est en train d'envoyer des missiles sur des satellites? D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ouais. Si, il y en a. Mais ceux qui ont la thune, qui sont des malades, veulent surtout pas que la société se soigne. Hein. Donc, non, restons dans la maladie. C'est beaucoup mieux. Celle de l'argent fou. Donc voilà, courage aux enfants qui grandissent dans une période aussi sombre, et courage à leurs parents qui doivent aussi les rassurer. La revue de presse est là pour ça, vous pouvez venir, parce que regardez, ça c'est angoissant. Après tu dis, oh, il y a des déchets toxiques à Wittelsheim, c'est dans le Haut-Rhin, on se croit en Allemagne parce que le nom, mais non, c'est en France. C'est ce qu'on a gagné au prix de je sais pas combien de milliers de morts éclatés sous l'acier fondu. Et puis on s'est dit, comme c'est une chouette région, on va y mettre des déchets toxiques. Super. Et là, petit problème, c'est que comme d'habitude, on met les déchets, puis on pense après. C'est un peu comme la piqûre. Tu vas, pique-toi, mais attends, on n'a pas de recul. On a du recul. Donc là, c'est un site de 200 km², 42 000 tonnes d'arsenic, d'amiante et d'autres polluants qui sont enfouis à 500 mètres sous terre, c'est pas très loin, hein, et qui menacent la plus grande nappe phréatique d'Europe, rien que ça. Alors il y a eu des travaux de sécurisation qui allaient démarrer, mais la justice a porté un coup d'arrêt parce que c'était un peu dans le bordel. Alors tu lis l'article d'Angélique Negroni qui est allée à Wittelsheim dans le Haut-Rhin. C'est le long des massifs vosgiens, le terrain bouge, se creuse sur 200 km² qui mettent de travers tout ce qui était droit, des maisons de guingois qui doivent être redressées, etc. Et c'est bien dommage puisque tout ça en sous-sol, à partir de 1910, les mineurs ont sans relâche exploité un gisement potassique, les mines de potasse d'Alsace voyaient le jour, et ce précieux minerai utilisé dans les engrais allait faire vivre toute la région. Donc parfois jusqu'à 1000 mètres sous terre, il y a des réseaux de galeries, etc. Mais ce qui fait que maintenant ça bouge et c'est dangereux. 22 puits de mines qui ont été remblayés, 2 d'entre eux sont restés ouverts, utiles à un projet qui depuis 22 ans empoisonne la région en suscitant rejet et suspicion. 22 ans que les lanceurs d'alerte sont là à dire « bordel !» Mais comme d'habitude, non, tout va très bien, Madame la Marquise. 42 000 tonnes de déchets, 19 000 tonnes classées 0, autrement dit dangereuses. Déchets de laboratoire, électronique, résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères, des milliers de colis
qui sont entreposés voilà, dans divers blocs répartis sur 25 hectares, descendus en 99. Et puis là, voilà, les mecs ont dit bon ben allez, c'est bon, ciao. Des années d'inaction, comme d'habitude, hein. On va se demander pourquoi on les paye. Et donc là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait si on vidait les blocs quand même? Parce qu'il y a eu un incendie en 2002 de déchets illégaux trouvés dans la mine. Alors Barbara Pompili a donné son feu vert à un confinement du site. En même temps, c'est à la mode le confinement en ce moment. C'est-à-dire un enfouissement définitif. Donc 42 000 tonnes qui vont rester à jamais enterrées à Wittelsheim, qui était d'ailleurs un arrêté préfectoral pris le 23 mars 2017, qui est resté lettre morte. Et donc là, alors la région dit, bah non, mais non, c'est une très mauvaise idée. Il y a quand même la plus grande nappe phréatique d'Europe. Pourquoi on ferait ça là? Pourquoi on met pas ça du côté allemand, par exemple? Alors, ils ont aussi la nappe phréatique, mais c'est pas grave, c'est de bonne guerre, comme on dit. Parce que les Allemands font la même chose de leur côté, dans des autres mines de potasse. En France, particularité, puisque au-dessus des collines à haut risque, il y a une nappe phréatique, la plus grande d'Europe, à cheval entre l'Allemagne et la France. Voilà. Et on ne sait pas comment on va faire. 35 milliards de mètres cubes d'eau qui pourraient être contaminés par ces merdes. Donc il faut extraire le poison plutôt que l'enfouir là, ce serait une meilleure idée. Des travaux de protection pour mettre à l'abri la nappe. Mais les experts qui ont dit que le compte à rebours a commencé, 2027, c'est la date après laquelle il sera trop tard. Le sous-sol sera devenu un champ de bataille et aucune intervention humaine ne sera possible. Alors les travaux allaient commencer et ça a été interrompu. Pourquoi? Parce que le lourd chantier a été lancé, il y avait eu le feu vert, centrale à béton qui était installée, l'électricité acheminée dans les galeries, la création de niches de sécurité, tout est aujourd'hui figé, les équipes des sociétés appelées en renfort ont été renvoyées, brutal coup d'arrêt, provoqué par la cour d'appel de Nancy. Et oui, saisie par les opposants au projet, elle a annulé le 15 octobre dernier l'arrêté préfectoral du 23 mars 2017 autorisant le confinement illimité. Sans ce support juridique, eh bien, la parole de la ministre ne vaut rien. Donc, pourvoi en cassation, dans les mines de potasse et les sociétés qui ont encore les mines, c'est l'avenir les mines, vous le savez, ici on en parle tous les matins, on accuse le coup, très embarrassant pour l'État, on ne sait pas ce qu'on va faire. Porte-parole du collectif Destocamine, Yann Flory, énumère tous les risques liés à l'enfouissement. Les dangers sont apparus dès 99, de toute façon. Ils n'ont rien fait. Voilà, ils ont travaillé dans la mine, ils savent de quoi ils parlent. Encore un casse-tête écologique, comme s'il n'en était rien. Encore un casse-tête dont on va peu parler. Alors, c'est bien, le Figaro en fait une page quand même, mais le nucléaire, c'est pareil. On passe notre temps à enfouir les déchets en disant « on verra plus tard ». On verra, ça va, on sait faire. Non, on enfouit, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et oui, l'humanité, je sais pas, non, l'humanité c'est marrant quand même, on se ferait chier sur l'humanité, je veux dire, les chats ils dorment toute la journée, les lions c'est pareil, les lamantins, ouais voilà, les baleines c'est des touristes, non, l'humanité au moins, tu sais, les mecs, au lieu de vivre peinard, tu vois, maintenant qu'on a les moyens de se loger, de se nourrir, etc., non, ils continuent de faire la guerre, ils font des virus augmentés, ils font des revues de presse, ils enfouissent des déchets, ils font de la chimie lourde en disant que c'est super pour l'avenir de la planète. Bah ouais, ils font des COP. C'est génial l'humanité, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Et voilà, c'est génial. Fuite radioactive, ben dis donc, c'est dingue. Non mais si on fait le tour, c'est sûr qu'on est mal barré. Donc après les enfants, le masque, tout ça, franchement, arrêtons de les emmerder. Oh et puis là, le Figaro qui s'inquiète. Enfin, la dégringolade de la consommation télé, l'inquiétante chute du temps passé devant la télé. Alors, c'est pas inquiétant, c'est plutôt rassurant. Et là, ils te disent, la ménagère, on a perdu, Mayday, on a perdu la ménagère de moins de 50 ans. Eh ouais, elle regarde la télé moins de 53 minutes qu'avant. Elle a complètement lâché la rampe. La ménagère de moins de 50 ans, c'était la prunelle des yeux de l'audience, de l'audimat. C'était à elle qu'on vendait toutes les merdes possibles, imaginables. Eh ben, elle décroche. Tout le monde décroche, c'est fini. Et alors, j'adore l'inquiétante chute du temps passé devant la télé, mais qu'est-ce que c'est rassurant en fait. C'est une machine à rendre con la télé. Alors ça pouvait rendre intelligent, il y a quelques émissions encore, il y a quelques tentatives, il y a des films, il y a des trucs, mais globalement, si c'est pour regarder les Marseillais, tant mieux. Tant mieux. Donc, bonne nouvelle.
Alors, Reste Papy m'a mis un gavet de BFM, mais la ménagère de moins de 50 ans, c'est fini. Les belles années de TF1 sont derrière eux. Alors, ils essayent, hein, maintenant, ils font des trucs, des séries qui essayent de machin. Il y a plein de choses, mais non, j'ai dit série, j'ai pas dit Siri. Mais quand même, c'est voilà. Alors, je trouve ça rassurant, hein, parce que je préfère que vous soyez sur Twitch à regarder ce stream tous les matins. Hein, c'est du temps de cerveau disponible que je trouve utilisé de manière correcte, hein, parce qu'à la fois on apprend des trucs, on rigole, c'est la revue de presse. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le lien de ce stream. Hein. À vous abonner, à nous suivre, à en parler partout autour de vous. Je le répète à chaque fois parce que c'est important. Hein. L'audience, c'est important. Surtout que nous, on n'a pas derrière un oligarque qui paye de la pub partout ou qui va dire « Ah, on a un nouveau truc qui s'appelle Franc-Tireur, c'est génial !» Non, on fait ça avec nos petits bras, Antoine et moi et tous ceux qui nous aident au sein du monde moderne. Bisous à Kika dont c'est l'anniversaire. Qui est modératrice de ce chat. Donc voilà, je compte sur vous pour le succès de cette revue de presse. Et c'est important parce que voilà, que la télé soit moins regardée, tant mieux. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché. Alors rien comparé aux millions d'auditeurs, de téléspectateurs qu'ils ont. Les annonceurs comptent encore toujours beaucoup sur la télévision pour faire leurs chiffres. Mais on voit bien qu'il y a de nouvelles façons de faire de l'info. Il y a une nouvelle façon aussi de faire du divertissement. Il y a plein de nouvelles façons de regarder. Et les médias indépendants sont là pour ça. Et au monde moderne, on est content. Et on ne trouve pas cette chute inquiétante, on la trouve plutôt rassurante. Et on vous accueille ici, regardez, avec du café, des petits croissants, des mouchoirs plein de gouttelettes. Tout qui va bien. N'hésitez pas, installez-vous. C'est la revue de presse du monde moderne. Ça continue. Si on peut perdre en points d'audience et gagner en points de jugeote, je suis bien d'accord. Ludi Baby, c'est vraiment ce qui manque. En général. Donc voilà, merci à vous d'être fidèles à la revue de presse du monde moderne et d'arrêter de regarder la télé. Et alors là, regardez, Hydrogène, c'est dans les Échos, le pari français. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce pari? Alors c'est le nouveau truc à la mode, chez les oligarques, chez les technos aussi de l'ENA. Ils se sont dit, tiens, l'hydrogène. Pourquoi? Parce que ça permet de décarboner, ça permet de continuer d'industrialiser à blinde. Et alors là, t'as l'impression que c'est une couve de Tintin. Alors t'as Agnès Pannier-Runacher, la magie, à côté d'Emmanuel Macron, tu vois, et t'as l'impression que c'est Tintin sur la ligne de production. C'est la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Alors elle vit sa meilleure vie, quoi. Elle est masquée, alors masque noir et masque noir. Les enquêtes de masque noir. Agnès et Emmanuel se rendent dans une usine de fabrication d'hydrogène pour y découvrir les merveilleux gisements de croissance de demain. Et tu dirais vraiment une couverture de BD, quoi. La photo, elle est formidable. Alors eux, ils ont les bras croisés, elle a les bras comme ça derrière. Elle t'explique qu'après, travailler à la chaîne, c'est la magie. C'est des touristes, ces gens-là. Ils passent leur temps, un coup une usine, un coup un hôpital, un coup une sous-préfecture. À chaque coup que lui déboule, t'as 4 compagnies CRS qui arrivent, qui bouclent la ville. T'as la mamie qui veut acheter son pain. Non madame, désolé, la rue est bouclée. Mais mon pain. Non madame, il y a le président qui vient. Non, c'est seulement les gens qui ont leur carte au parti, ils ont été triés. C'est seulement les 12 qui sont triplement vaccinés qui ont le droit de saluer le président. Bon tant pis alors, je mangerai pas aujourd'hui. C'est délirant. Et donc voilà, ces braves touristes qui se baladent comme ça. Et là, ils ont trouvé un nouveau truc, nouveau territoire de tourisme, les usines à hydrogène, les filières hydrogène. Donc ils étaient à Béziers, la ville dont Robert Ménard est le maire. Et ils ont fait leur couverture de Tintin à Béziers, Tintin et l'hydrogène. Agnès et Emmanuel, les aventuriers de l'hydrogène. Voilà, cette photo m'a fait rire, c'est tout. Il n'y a rien à dire à part que c'est la nouvelle marotte des technos. Avec l'hydrogène, la croissance repart. Si vous le dites, si ça vous fait plaisir. Combien je vous en mets? Il en reste un peu, tiens, reprenez un peu d'hydrogène. Voilà, merci. Et puis là, regardez cette photo. Alors, il a changé sa voix. Et du coup, maintenant, les Échos, le journal de Bernard... Alors, Bernard Arnault, il est super fan de Manu. Il est copain avec Brigitte, c'est son candidat. Donc, la guerre des candidats, c'est Bolloré et Bernard Arnault. C'est eux les mecs qui payent tout ce cirque. Donc, Bernard, lui, met le paquet sur Manu. Il veut 50+.
Il a tellement gagné de fric en fait. LVMH, Bernard Arnault, c'est le vrai président de la France. Hein. C'est voilà, le mec, il est blindé grâce à Emmanuel Macron en partie. Les milliardaires français ont gagné plus qu'aucun milliardaire au monde. Donc il est reconnaissant. Hein. C'est la reconnaissance du ventre. Donc il est sympa avec Manu. Donc là, il met une photo, tu vois, où ça va bien avec sa nouvelle voix. Macron installe sa campagne présidentielle progressivement. Le chef de l'État a délivré mardi à Béziers un discours volontaire et positif. Si son dispositif de campagne se met petit à petit en place, il ne devrait pas se déclarer candidat à sa réélection avant l'année prochaine. Il aura le temps, pendant les semaines qui viennent, de peaufiner sa voie de président. 5 ans de plus. 5 ans de plus avec Emmanuel Macron. 5 ans de bonheur. 5 ans d'écoute. 5 ans de virilité fragile. 5 ans de marxisme. 5 ans de radicalité centriste, 5 ans de pendant ta gueule, 5 ans de écoute connard, t'as rien compris, c'est moi le meilleur, 5 ans d'amour. Voilà, c'est génial. Alors l'article je l'ai pas lu mais je vais le lire avec vous. Mais je trouve la photo super bien choisie quoi, merde. Merde bordel, c'est le président quoi, ça déconne plus. Comprenez? Ça déconne plus. Et on a de la chance d'avoir un président comme ça. Et on a vraiment de la chance. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? On ne répond jamais aux difficultés du temps en ayant la nostalgie d'un passé qui n'est plus. Emmanuel Macron. Ils te mettent une citation comme ça. Oh, c'est profond, c'est profond. Alors il défend son bilan. Dispositif de campagne. Alors le bilan, c'est quand même la fermeture des urgences pédiatriques. Hein. C'est la SAP de l'assurance chômage, c'est le choix de la pauvreté. Hein. C'est une politique passéiste digne des années 90. Mais bon, c'est son bilan. Et secret presque le mieux gardé de l'Élysée, la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron est anticipée par beaucoup en début d'année prochaine. Bah oui, parce qu'il va être président de l'Europe. Alors il va dire à tous ses copains, hey, faites-moi de la pub là. C'est encore nos impôts, hein, comme d'habitude, mais bon. Et donc, il est sur une déclaration de candidature fin janvier, début février. Estime un macroniste de la première heure. C'est ceux que je préfère, les macronistes de la première heure. Ceux qui sont encore là, tu sais, ceux qui ont vraiment gagné des brousoufs. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Nicolas Sarkozy s'était déclaré le 15 février, Jacques Chirac le 11 février, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing avaient été plus tardifs, 22 mars, 5 semaines avant le premier tour, et le second le 2 mars. Donc il va faire une campagne éclair, comme ça il peut faire campagne sans le dire, avec l'argent des Français, en étant président, et sans avoir à défendre son bilan, il envoie les troupes le faire, hein, les bons grognards de la Macronie. 50 de plus. Non, merci, j'ai déjà donné. Non, j'ai pas donné. Et puis d'ailleurs, rendez cet œil. Rendez cet œil, monsieur. Ah, vous pouvez... Ben non, ça se rend pas un œil, malheureusement. Le bilan, si, c'est les gilets jaunes. C'est une violence radicale. C'est un mépris de classe comme jamais vu. C'est une radicalité idéologique aussi. Totalement mondialiste, totalement néolibérale, pensant que la France doit se moderniser, qu'il faut réformer, qu'il faut casser tout ce qui fait en fait l'honneur de ce pays, c'est-à-dire la République sociale. C'est un pétainisme soft. Affirmé, qui fait que quand vous avez des néo-nazis qui tirent dans la forêt sur des cibles, qui appellent à cibler des journalistes de Street Press, Abou Hafs ou d'autres, et soutien à eux, eh bien le président ne prend pas la parole pour dire stop, que Gérald Darmanin ne fait rien. C'est un climat hideux, nauséabond, grâce à ce président de la violence. 5 ans de dérive terrible. On en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Le bilan, c'est quoi? C'est le fascisme, tout simplement. Et une belle voix comme ça, faut pas déconner. Ça se bosse, une bonne voix comme ça se bosse, hein, ça s'entretient. Et puis alors, bah non, et les relocalisations, c'est une fausse bonne idée, hein, selon l'OMC. Bah évidemment, l'Organisation mondiale du commerce, c'est eux qui sont là pour dire il faut tout donner à la Chine, ils font un super taf d'usine. Et ils te disent non, ça rendrait l'économie plus fragile. Hein. En même temps, ils s'en foutent de l'économie vu que c'est la finance qui gagne tout et que la finance, elle adore quand ça va mal. Parce que du coup, la banque centrale fait de l'argent gratuit, c'est de l'argent magique et hop, c'est capté directement, profit total. Je parlais de l'effet Cantillon dans ma chronique de Sud Radio, vous pouvez la retrouver sur YouTube et ailleurs, pour expliquer que bah ouais, le ruissellement, ça ne marche que pour les très riches, hein, Bernard Arnault et les autres. Donc voilà, faut arrêter les conneries quoi. Mais l'OMC dit non, relocalisez pas, très mauvaise idée. Et puis cette nouvelle pour finir, ah ouais c'est déjà la fin, ça allait trop vite, qui m'a fait rire
Amazon qui est victime du bruant zizi. C'est dans le Canard enchaîné. Alors le bruant zizi, vous allez me dire c'est quoi ? Mais non, mais c'est quoi ? Eh ben c'est une espèce menacée, un crapaud. Du coup, non, je crois, c'est oui, enfin une espèce. Je ne savais pas moi-même. Le lézard, la piperette, je ne trouve pas. Enfin bref, voilà. Donc pour sauver la faune et la flore, le tribunal a dit pas d'entrepôt d'Amazon de 39 000 m². Désolé, il faudra le mettre ailleurs. Et si vous le mettiez sur ce site d'enfouissement des déchets chimiques, ah bah non, parce que c'est encore les pauvres salariés d'Amazon qui vont prendre cher. Donc non. Mais si on mettait Agnès Pannier-Runacher qui aimerait bien vivre la magie, du charisme de bosser comme ça là, à la chaîne en faisant pipi dans une bouteille, si on la mettait un peu dans un entrepôt Amazon, ce serait une bonne idée, non ? Et donc voilà, Amazon que je salue au passage, puisque c'est grâce à Jeff Bezos qui a Twitch qu'on peut faire cette revue de presse tous les matins. Donc là aussi, remercions quand même cette magie de l'hypercapitalisme qui nous permet, alors c'est juste qu'il a racheté Twitch, il n'a rien fait, il l'a racheté, mais ça nous permet de se retrouver chaque matin pour parler bien sûr de la presse de l'hier. Pardon, c'est terrible, j'ai le nez qui me gratte. Et essayer d'en rire. Alors c'était moins drôle ce matin parce qu'on a parlé de sujets un peu graves, mais néanmoins utiles. Petite dédicace pour qui mais non oui. Alors si vous voulez tout savoir, oui, j'ai fait un test positif puis un test négatif, donc voilà, je suis à l'isolement, on sait jamais, parce que je respecte, mais vous voyez, à part le nez qui coule, donc voilà. Et puis il y a le réseau qui coupe de temps en temps. Non, ça c'est Bouygues, puisque j'ai repris un abonnement pour avoir un réseau pour pouvoir vous parler sans que ça coupe, parce que sinon avec Free c'était pas possible. Donc voilà, et ça coupe, c'est la pub qui coupe aussi. Et alors je remets la couverture de Tintin et de la magie. Je crois que c'est celle-là. Non. Voilà. N'oubliez pas la magie, on est mercredi, c'est la magie de la chaîne de production. Non, c'est la magie de la revue de presse du monde moderne. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, à faire la pub de cette revue de presse, et c'est important, Dieu sait qu'on en a besoin. À vous abonner également sur Patreon, et ça, je vous remercie parce que on a de plus en plus de donateurs sur Patreon. Et ça nous permet de financer notamment les podcasts et d'autres formats. C'est vraiment, merci beaucoup. Le monde moderne, ça continue. C'est demain, à 9h normalement, demain, pour la revue de presse quotidienne. Et puis, on espère vous faire bientôt de nouveaux formats. Et pour ceux qui savent, qui étaient là dès le début, les élastiques à chiffres arrivent. Merci pour là vous faites les abonnements communautaires, le TURG. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos pouces bleus, qui sont plus bleus d'ailleurs, sur les autres plateformes. Je m'appelle pas Alexia, je pense que c'est parce que voilà, c'est I, mais c'est pas grave. Bonne journée à tous. Si vous voulez faire passer des messages, c'est le moment. Je vous remets le message important ce soir à l'espace Saint-Michel, 20h, la projection de Hacking Justice, le documentaire sur Julian Assange, extrêmement important, en présence de la réalisatrice. Elle sera là pour débattre avec vous, et tous les soirs, à partir de ce soir à l'espace Saint-Michel, vous avez la projection et le débat. Denis Robert sera là lundi, François Ruffin mardi. C'est à l'espace Saint-Michel, c'est pour les Parisiens. N'hésitez pas à y aller, il faut vraiment que Julian Assange sorte de prison. Il en va de notre liberté à tous, et c'est vrai qu'en ce moment la liberté... Est-ce que tu as ton pass pour la liberté je sais pas, je crois qu'il a été désactivé hier parce que j'ai pissé dans la rue. Ouais, il y avait, les sanisettes n'étaient pas ouvertes puisqu'on était confinés, donc du coup j'ai fait ce que j'ai pu. C'était la revue de presse du monde moderne. Je vous souhaite à toutes et à tous, à celles et ceux, attention, une très très bonne journée. On peut y aller avec test. Je ne sais pas quelles sont les mesures sanitaires de l'espace Saint-Michel. Je pense que vous pouvez y aller, allez-y, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas, abonnez-vous,
parlez-en autour de vous. Cette revue de presse, elle a besoin de vous. On a besoin de ce moment de convivialité, de cette bienveillance, hein, et puis aussi de ces questions, parce que oui, ça fait avancer le débat, hein, quand on les prend un peu, on les met le nez dans la pisse comme ça, ils sont là genre mais non, mais si, qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ce chiffre? Mais c'est un chiffre qui veut rien dire. Mais si, qu'est-ce que ça veut? Mais ça veut, bah si, ça veut dire que 2%. Mais ça veut rien dire. Enfin, mais ça veut dire quand même qu'on peut discuter des chiffres, tu vois. Allez, j'arrête. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et à demain.